Parole donc à Monsieur Keyamou Bogolaba. Il est secrétaire exécutif de l'UNAD et porte-parole de l'ANAD. Il est avec nous. Nous allons l'interroger à présent. Et notre centre d'intérêt principal est celui de savoir pourquoi 15 mois suffirait comme durée de la transition ouverte en Guinée et donc pourquoi l'ANAD proposerait donc 15 mois comme durée de cette transition. Nous l'accueillons dans ce studio, Monsieur Keyamou Bogolaba. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Très heureux de vous rencontrer, de vous recevoir enfin dans ce studio. Et vous savez de quoi je parle? Exact. J'avais été ici je crois que c'était le 15, le 15 juillet. Ouais. Et évidemment, j'ai été arrêté le 14 à 17h. Et donc, je profite de l'occasion pour présenter mes excuses. Tout à fait. À vos auditeurs. Évidemment, c'était indépendant de ma volonté. J'étais à Coronti. Bien. Et d'un mot, dites-nous, quelles étaient vos conditions de détention? On a appris que vous aviez eu des soucis, des bobos de santé. Et finalement, il a fallu ce coup de salut, si on peut se permettre, du 5 septembre pour que vous soyez dehors. Ben écoute, je crois que sur le plan de la santé, ça va. Et ce que nous avions juste demandé à mon avocat avait demandé que les conditions de mon incarcération soient améliorées parce que mon passé sanitaire, j'avais suivi des opérations en 2006. Ouais. Et cela fait longtemps. Cela m'empêche donc d'être dans un environnement confiné. Voilà. Et donc, comme nous n'avons pas d'espace approprié, l'environnement étant confiné, l'avocat a demandé que mon état de santé n'était pas compatible avec la prison, parce qu'aucune condition n'est réunie. Je ne suis pas comme M. Alpha Condé, aujourd'hui qui se trouve dans un palais bien aménagé, et la Coronti, c'est pas comme ça. Et donc c'est pour ça que l'avocat avait demandé que je ne sois pas emprisonné, parce qu'aucune condition n'était réunie. Donc finalement, vous n'étiez pas à Coronti, vous étiez évidemment vous étiez à l'hôpital? Non, ça n'a pas été le cas. Je n'ai même pas perdu une minute. Je suis passé donc directement en prison. J'étais dans une cellule de 2 mètres sur 1 mètre avec Fonike Mengue et 3 autres. Et donc, nous étions tous emprisonnés dans une cellule où vous avez 66 personnes avec une toilette. Et vraiment, nous avons passé 53 jours là. Bien. Et finalement, ce coup de salut, ce coup de force du 5 septembre, dans quelles conditions vous l'avez accueilli? Aboubacar, si tu permets, tu as soulevé une question, mais moi j'aimerais qu'on voit à l'autre côté. Il y a eu des libérations d'hommes politiques. On s'attendait peut-être à ce que vous fassiez partie de ce groupe-là. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas fait l'objet de mesures d'élargissement? Non. Je crois que c'est le dernier prisonnier politique je suis rentré pratiquement en prison le 16 à 19h et à 20h. Évidemment, à la télé, nous avons entendu qu'il y a 4 autres qui sortent, donc Ousmane et nos autres frères. Donc, c'était pratiquement une passation de service qu'on a dû faire, évidemment. Et donc, pendant cette période, évidemment, il n'y a pas eu d'autres prisonniers qui ont été libérés, à part le 5. Et nous nous sommes fait un vœu. Dès que je suis rentré, nous avons pu rassurer l'ensemble des autres prisonniers politiques et nous avons travaillé de concert avec les autres pour faire un recensement systématique pour dire, cette fois-ci, nous allons tous sortir ensemble. Et c'était un vœu. Et nous avons donc commencé à prier pour cela. Et aussi bien à l'église comme à la mosquée avec l'imam Baldé, Aboulaye Baldé, et puis également le pasteur C.C. Raphaël, qui a fait 12 ans en prison de toute façon, des actes qui coordonnent. Donc nous avons organisé évidemment tout cela. Et vous avez été entendu le 5 septembre? Le Seigneur nous a écoutés parce que tout simplement c'était l'unique espoir qu'on avait. Et puis nous avions demandé que les avocats nous ont dit il n'y a plus d'espoir parce que rien d'autre ne peut vous faire sortir d'ici parce que là, il n'avait pas même un délai pour programmer. C'était pas une question de droit. C'était pas une question de droit. C'était pas une question c'était une question de la volonté de Alpha Condé. Soit M. Alpha Condé nous libérait de sa propre volonté ou il n'est plus là, on va nous libérer. Et c'est ce qui s'est passé. L'autre option, il a quitté donc le 5, évidemment le 7, nous avons été libérés de manière très... Et ce qui est différent déjà par rapport au 3 avril 1984, c'est que la transition qui commence, il y a la continuité de l'administration qui a été maintenue. Donc, nous n'avons pas été libérés à la va-vite. Il a fallu une procédure judiciaire, le 6, où les avocats et l'ensemble des magistrats et évidemment les
procureurs se sont regroupés et ils ont pris une décision de justice pour décharger l'ensemble de ces personnes-là parce que le procureur a reconnu évidemment qu'ils ont fait du tort. Et c'est pour ça qu'il y a une décision de justice qui a conduit à la libération de tout ceci. Donc pour ceux qui ne savent pas, on n'a pas libéré tous les prisonniers comme ça, même ceux qui sont sortis après dans le cas des prisonniers du droit au niveau correctionnel, évidemment, ils sont passés par une procédure où la procédure a été répétée et un jugement a été rendu. Bien, et si tu permets, c'est ma dernière question. Et ce coup de force du 5 septembre qui arrive donc, et à l'issue duquel vous êtes libéré 2 jours après, et donc qui a renversé Alpha Condé, est-ce que vous vous êtes dit, finalement, Alpha Condé a eu ce qu'il a cherché, il a mérité le sort qui était le sien? Non, c'est pas le cas. Si vous permettez, d'ailleurs, Aboubacar, je crois que l'une des raisons pour laquelle il est parti en prison, c'est cet appel pour un renversement d'Alpha Condé, si je ne me trompe pas. Exactement. Parmi les chefs d'accusation qui me mettaient en prison, il y avait le cas de l'appel à la désobéissance civile que nous avions appelé par rapport à la population. Comme nous ne reconnaissons pas... Mais vous aviez, à un moment donné, l'année dernière, fait un petit clin d'œil à l'armée. Oui, non, je dis, ça, c'est le premier point. Voilà. Le dernier, et dans le document, il y a le deuxième chef d'accusation, c'est d'avoir appelé l'armée à prendre le pouvoir. Et que ceci, je l'ai dit, je l'ai écrit et je l'ai assumé. Ouais, c'était osé de votre part. Non, c'était pas osé parce que c'était que la logique. Et même maintenant, là, nous continuons à défendre cette cause. C'est-à-dire que aujourd'hui, la question du 3e mandat est devenue, c'est une question que nous avions pensé qu'il fallait résoudre en 2010 et nous l'avons rendue intangible dans la loi. Ouais. Et donc, ça veut dire que sur le plan des tests de loi, nous avons pensé que c'est un acquis. Mais nous avons vu que ce n'est pas possible. Le reste, il fallait que la population défende, bien qu'il soit dans les textes de loi. Vous avez passé dans 3 ans, depuis 2018, à travers la 3e dynamique dont j'ai été son porte-parole, nous avons commencé à nous battre pour que cela soit une réalité. Mais là, la population n'a pas pu. Et donc, il est resté un autre. Ça veut dire que la population doit s'approprier, évidemment, de la question du 3e mandat. Et ça, c'est un acquis déjà. La population s'est appropriée, les Guinéens l'ont démontré. Maintenant, cela n'a pas suffi pour que M. Alpha Condé et son entourage puissent renoncer à cela. Il restait donc un autre recours. Le seul recours qui restait sont les forces de défense et de sécurité, qui est la dernière ligne de défense. Bien. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, comme là, ça a démontré que les premières lignes de défense, la loi n'est pas suffisante, la mobilisation populaire n'est pas suffisante, alors il est donc légitime qu'on légifère pour que dans nos textes de loi, dans notre constitution, y compris dans la CEDEAO, que le rôle des forces de défense et de sécurité soit bien déterminé comme le dernier recours et qu'en cas de... Donc vous voulez qu'on institutionnalise les coups d'État? C'est ça mon souhait. Qu'on légalise les coups d'État? Non, attendez quand même. Oui, vous voulez qu'on légalise les coups d'État? Ce n'est pas une question de légalisation de coups d'État. Non, c'est extrêmement important. C'est ce que vous êtes en train de dire, monsieur Abba. C'est extrêmement important. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes tous en paix aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui en paix. C'est parce que nous avons des forces de défense et de sécurité organisées. Si nous étions dans un pays comme la Libye, on serait en guerre civile aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous avons mis beaucoup d'argent. Nous continuons à investir dans les forces de défense et de sécurité pour être le dernier maillon. Vous ne pouvez pas les enlever leur rôle politique. Et ce rôle politique, c'est une évolution. Il faut qu'on le fasse. Si le président de la République doit être le garant de la Constitution et des lois du pays, vous en appelez à céder une partie de ce rôle-là à l'armée, tout simplement en dernier ressort. En dernier ressort, c'est-à-dire que l'armée soit garante du respect strict de la Constitution par le chef de l'État lui-même. Parce qu'en réalité, la Haute Cour de justice que nous avons mis dans le texte de loi, dans nos constitutions, n'a pas été, même si elle l'est. Vous avez constaté que la justice a été inféodée et que, évidemment, l'ensemble de l'arsenal autour de M. Alpha Condé n'avait plus de considération ni pour la justice, ni même pour la morale, y compris les religieux, les coordinations et la diplomatie. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument une force supérieure qui soit au-dessus de la force de la loi. Mais il y a des risques, ce que vous dites là, il y a un danger, c'est que l'armée, dans des pays comme les nôtres, souvent l'armée est clanisée, est ethnicisée. Comment faire en sorte justement que ce même problème auquel on assiste sur le plan de la justice, sur le plan politique, qu'il ne se retrouve pas dans l'armée? Si l'armée a ce rôle de garant in fine de la Constitution dans le pays, il va y avoir des fractions. C'est en cela que c'est en cela que je voudrais déjà qu'on débatte bien de la première réforme que le CNRD a commencé, c'est-à-dire la réforme des forces de défense et de sécurité. Oui, on en parle là dans un instant. En réalité, l'armée, par sa neutralité et par son rôle de puissance
puissance publique, elle est censée être neutre. Et c'est pourquoi elle doit représenter notre communauté. Et c'est pourquoi d'ailleurs la retraite des 44 généraux qui vient de passer a libéré des positions importantes qui a permis de meubler ces rôles-là et de détribaliser déjà l'administration pour que chacun s'y retrouve. Si vous avez constaté les nominations qui sont en train d'être faites au niveau de ceux qui sont déjà faits au niveau des forces de défense et de sécurité, bien sûr, l'armée et la gendarmerie. Et maintenant, hier, vous avez commencé à voir avec la douane et la police va suivre. Cela va nous permettre de considérer l'armée comme une représentativité nationale. Et d'ailleurs, il y a un travail important qui est en train d'être fait au niveau supranational pour qu'on mutualise les efforts pour qu'on ait une armée supranationale. En réalité, qu'on n'est que dans les pays que les policiers, comme aux États-Unis. Au niveau fédéral, au niveau sous-régional, qu'on ait les forces de défense et de sécurité qui sont au-dessus des chefs d'État et que dans les États, qu'on n'ait que de la police. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la vision que les nouvelles panafricains que nous sommes en train de nous battre pour cela. Très bien. Dernière question avant la pause. Mohamed Kaba. Alors, monsieur Béamou, vous êtes... Monsieur Keyamou, vous êtes un légaliste, mais un légaliste qui a appelé à la désobéissance civile et on a considéré cela comme une infraction. Vous avez été arrêté. Et lorsque vous me dites aujourd'hui que la justice est inféodée, j'aimerais comprendre. Ça, c'est le premier pas. Le second pas, je vais aller directement dans la transition. La transition. Qu'est-ce qui a motivé l'idée du LANAD de proposer 15 mois, comme durée de transition. Donc, je crois déjà, la première question, on ne va pas débattre sur cette question. Je viens de justifier pour que vous le sachiez, nous faisons la politique pour le bien du peuple de Guinée. Tout ce que nous avons fait en demandant la désobéissance civile qui est prévue par nos textes de loi, c'est ce qui doit être fait, c'est ce que nous avons fait. Le fait de ne pas reconnaître M. Alpha Condé, le fait de mettre en place une stratégie de non-violence depuis le 18 octobre, qui a permis à ce que nous puissions subir toutes les conséquences de la prison, de la mort, et sans qu'on soit sur la route et qu'on puisse poser des problèmes importants à M. Alpha Condé, qui a fait que les armes qu'il a achetées contre nous s'est tourné contre lui. Non, ça, pas contre vous. Non. En réalité, donc ça, c'est une question importante. Maintenant, le reste, revenons à la question de la transition. On va y revenir. Voilà. Après la transition info, donc on va s'intéresser, donc entrer dans le vif du sujet pour évoquer la transition ouverte en Guinée et pourquoi cette proposition de l'ANAD de 15 mois comme durée de cette transition. On en parle avec notre invité dans un court instant. MFM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Peut-être avant de revenir à la question de Mohamed Kaba qui vous posait la question de savoir pourquoi 15 mois, pourquoi vous proposez 15 mois comme durée de la transition et vous avez certainement une réponse pour cet auditeur qui demande est-ce que vous avez été consulté pour le nouveau gouvernement. C'est Sami Kamara. Oui, ma réponse c'est non. Voilà, c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la transition. Vous n'avez pas été consulté? Non. Bien. Okay. Allez-y donc sur la durée, votre proposition sur la durée. Sur la question de la durée, c'est une question extrêmement importante. D'abord, la première des choses, le fait déjà que nous avons accepté le principe que Alpha Condé n'est plus président, ça c'est déjà un acquis pour tous les acteurs. La question, alors n'est plus président parce que... Et depuis en réalité une année, vous ne le reconnaissez pas comme président. Nous, on ne le reconnaissait pas. Maintenant que tous les autres Guinéens ont accepté que c'est le cas, c'est pourquoi je dis c'est un acquis, c'est une évolution extrêmement importante et que le troisième mandat est devenu réversible pour la Guinée. Personne n'en demandera pas. Ça, c'est l'acquis important du 5 septembre. Maintenant, pourquoi 15 mois? Alors, maintenant, la question principale... On vous accuse d'être pressé. La question principale, c'est que chacun a proposé. La CEDEAO a demandé 6 mois, d'autres ont demandé 12 mois, d'autres 18, 15, 30, d'autres 5 ans et le CNRD n'a rien dit encore. Voilà un peu plus la configuration de la situation par rapport à ce délai et que cela a été ramené aux forces vives par la charte. Et donc nous, par rapport à cette question, nous avons été consultés comme tous les acteurs de faire une proposition. Et là, la proposition que nous avons faite, c'est que chacun a émis des hypothèses et des activités. C'est ça qui fait la différence un peu plus entre les durées. Celle de la CEDEAO, elle a considéré que la Constitution de 2010
elle est un acquis pour le peuple de Guinée, parce qu'ils en ont participé, donc on n'a pas de besoin d'une nouvelle constitution. Ils ont considéré que le fichier électoral de 5 200 000 est déjà un acquis, parce que la CEDEAO a été appelée pour valider cette liste, donc pour conséquent, on peut directement aller aux élections. Ils ont proposé 6 mois sur la base de ces hypothèses-là. Alors, ce que vous dites est intéressant. Donc la CEDEAO, pour elle, il faut revenir à la Constitution de 2010. Pratiquement, parce qu'ils étaient tous partis prenants. Nous étions tous partis prenants de la Constitution de 2010, qui a été un consensus national et légiféré par le CNT. Mais c'est bizarre. Pourtant, ils ont laissé Alpha Condé balayer cette Constitution de 2010. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat. C'est du passé. Parce que donc, le plus important, c'est qu'ils ont proposé 6 mois sur la base des hypothèses. Et nous, donc, chez nous, alors, sur votre proposition, sur l'ANAD, nous avons donc... Oui, revenons. Ce que vous dites là est intéressant. Ça veut dire que vous, la CEDEAO, a motivé par écrit... Non, mais il n'est pas le porte-parole de la CEDEAO, s'il vous plaît. Il n'est pas le porte-parole de la CEDEAO. Je ne suis pas le porte-parole de la CEDEAO. Je disais que chacun a donné des dates sur la base d'hypothèses. On va rester sur leur proposition. Restons sur l'ANAD. Et l'ANAD en a fait autant. L'ANAD donc a pensé que nous avons un calendrier. Et dans ce calendrier, il y a la mise en place des organes de la transition. Et cela peut prendre... Où est ce calendrier, monsieur? Oui, ce chronogramme a été remis naturellement au CNRD et nous l'avons fait un chronogramme venant de l'ANAD. Et cela a été déposé à la demande, c'est pourquoi c'est discrétionnaire. Que dit ce chronogramme? Alors ce chronogramme nous dit clairement que nous avons 2 mois pour mettre en place les organes de la transition. Et c'est ce qui est en cours aujourd'hui, à côté du 5. Et aujourd'hui, vous avez le président de la transition connu, vous avez une charte connue, vous avez le Premier ministre. Maintenant, nous attendons la mise en place du gouvernement, et la composition du CNRD, parce que c'est une institution de la transition. Elle n'est pas encore connue parce que tout simplement il fallait un peu nettoyer d'abord la question des forces de défense et de sécurité avant de donner la structure du gouvernement. Et vous savez bien sûr que bientôt vous aurez la structure du CNRD. Après, naturellement, ce nettoyage qui est en cours au niveau des forces de défense et de sécurité. Et ceci étant, nous pensons que ce délai de 2 mois est tenable pour la mise en place des organes de la transition. Et ça, c'est important. Oui, il l'a dit, de tous les organes. Alors, donc le 5 novembre déjà, ça c'est clôturé. D'ici novembre, nous pensons que, évidemment, nous aurons, d'ici fin novembre, naturellement, nous tous les organes de la transition. Ça a commencé le 14, on aura, au plus tard fin novembre, normalement, on devrait avoir mis en place les organes de la transition. Bien, au niveau, premier point. Un point extrêmement important. L'autre point, c'est au niveau de la Constitution. Nous avons demandé à ce qu'on ramène la Constitution de 2010 qui a fait l'objet d'un consensus national et qui a également été supportée par la majorité du peuple de Guinée pendant 2 ans par la lutte avec le FNDC. Vous avez tous vu, le peuple de Guinée en a demandé. Donc si on ramène la Constitution de 2010, le CNRT, et que les intangibilités restent intangibles, on n'aura que à modifier les autres articles dont nous pensons qu'il peut y avoir des modifications. Ça serait qu'une modification proposée par le CNRT et par le CND et enfin on pourrait soumettre cela au référendum. Donc la question constitutionnelle pour nous serait déjà résolue, ça ne prendrait pas assez de temps. Donc, vous avez attribué nous pensons qu'au plus tard fin janvier, on aurait déjà eu notre monture de la Constitution nettoyé. Et ceci est extrêmement important. De l'autre côté, il y a la question du juge électoral. Qui devait être le juge électoral dans cette affaire? Parce que la Cour constitutionnelle étant suspendue, dissoute d'ailleurs, donc nous avions effectivement soumis que, d'ailleurs le point est déjà résolu, que la Cour suprême soit pratiquement le juge électoral. Et on vient d'ailleurs, il y a un acte qui vient d'être pris et dans ce cadre-là, nous avons proposé que les juges soient remplacés parce qu'en réalité, c'est un problème de personne. C'est-à-dire qu'il faut avoir des juges intègres qui disent le droit. Et donc, ces nominations-là peuvent intervenir le plus rapidement que possible, au plus tard fin novembre, qu'on a tous les juges crédibles qui sont à leur position. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, vous avez vu déjà qu'ils ont pris un premier acte qui est l'investiture du président de la transition. Et donc, le juge électoral, la question est déjà résolue. Nous avons pensé, après le juge électoral, il y a l'organe de gestion des élections. C'est-à-dire la question de la CENI.
quel est l'organe qui va organiser les élections. Est-ce que c'est le ministère de l'administration du territoire, c'est la CENI actuelle qui reste? Nous avons fait une proposition claire et nette que nous ne sommes pas un pays qui est sorti ex nihilo. Nous avons déjà des acquis démocratiques depuis 92, depuis que nous sommes dans le multipartisme. Donc, nous avons des acquis en termes d'informatique, en termes de matériel électronique, en termes de fichiers, en termes d'expertise, ainsi de suite. Nous ne sommes pas un nouveau pays. Alors, ce qu'il faut faire, c'est immédiatement faire un changement important au niveau de l'organe de gestion pour mettre en place un organe de gestion mixte dont le président est le plus important, de choisir un Guinéen intègre qui, parmi 4 Guinéens ou 5 Guinéens que l'ensemble des acteurs vont proposer et que ça serait validé par le CNT pour que cette personne puisse voir son rôle au niveau national au lieu qu'il soit juste choisi par l'ensemble des 25 membres de la CENI ou 16 membres de la CENI qui vont le choisir comme président. Mais cette fois-ci, c'est quelqu'un qui va sortir du lot parmi 4 Guinéens que vous et moi et toutes les organisations vont choisir et que le CNT va valider et promulguer. Et là, il aura une responsabilité nationale pour être intègre. Et dès que vous avez cette personne-là, alors on peut recruter à des postes techniques l'ensemble des personnes qu'il faut pour l'ensemble des rôles opérationnels, mais aussi se battre pour que la partie fichier électoral et tout cela soit mis en place et les modifications et les logiciels que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que les partis ne devront plus envoyer de représentants à la CENI? Non, une CENI mixte, c'est-à-dire que on a toujours prévu que les partis soient là. Mais la partie technique des personnes qui vont être choisies sur la base de leurs compétences, intégrité, ils soient plus nombreux que les représentants des partis politiques. Parce que ceci, c'est ça, c'est un peu comme le mix de la CENI. C'est ça la mixité. Ghana, Burkina Faso, nous sommes passés sur cette expérience, analysé et fait un mix, c'est ce que nous avons proposé. Et nous avons donc pensé, avec cela, nous avons un organe de gestion des élections qui peut être représentatif. Au plus tard, et au plus tard, ceci, c'est, on pense qu'au plus tard décembre, on aurait déjà une décision sur cette... Décembre, tout près là. Mais c'est une question, c'est une question de nomination des personnes qu'on aurait déjà... on est en train de tout noter, franchement. Voilà, par rapport à l'organe des gestions, des élections, parce qu'il faut qu'il commence le travail. Si vous n'allez pas attendre pour dire, si nous sommes d'accord sur le principe qu'il y a un Guinéen consensuel qui peut être digne de confiance, on n'a pas besoin d'attendre 1000 ans pour aller le chercher. Très on peut déjà mettre la procédure en place. Là, on a déjà une proposition en termes de Guinée. Non, nous demandons à ce que nous tous nous proposons. Nous devons déjà en proposer et ensemble cela soit dit. Et donc on est d'accord que si cette question est résolue et que nous avons aujourd'hui les acquis en termes de nouvelles technologies, alors immédiatement on passe à la question importante du fichier électoral. Parce que c'est exactement le travail le plus élevé au niveau du fichier électoral. Donc dès que nous avons l'organe de gestion, nous pensons que le fichier électoral devient la priorité. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un nouveau fichier ex nihilo, c'est-à-dire sur du rien? Non, nous avons pensé... Beaucoup estiment qu'il faut procéder à un recensement général. Nous avons pensé qu'il faut séparer deux choses. Pour construire un fichier électoral, ça prend du temps. Nous avons, depuis 92, nous sommes en train de bâtir un fichier électoral. C'est une base de données. Une base de données, il faut avoir la base, il faut la stabiliser, il faut la sécuriser. Et c'est là, il faut la nettoyer, il faut la faire la mise à jour tout le temps. Alors, donc, nous pensons que ce que nous avons aujourd'hui, il faut séparer le fichier de la population et le fichier électoral. Et demain, faire une interface. Donc, le ministère du Plan aujourd'hui peut commencer avec l'appui de nos partenaires la mise en place d'un fichier national qui peut prendre 3 à 5 ans, voire 10 ans pour la stabiliser. C'est-à-dire toute la population, ça ne se fera pas en un mois ou en 2 mois ou en 1 an. Pour avoir un fichier national stabilisé pour un pays, ça demande maximum, c'est une base de données, ça va vous demander au moins 10 ans pour la stabiliser. Et ce fichier électoral, et ce fichier de la population, c'est un travail qui doit commencer avec l'ensemble de nos partenaires et qui va commencer de la naissance de l'enfant et jusqu'à aux vieilles personnes. Ça, on le verra ça. Donc, ça veut dire que cela n'est pas lié à l'élection. Donc, pour la partie élection des Guinéens de plus de 18 ans, alors, on passe sur la base de ce que nous avons pour que tout le monde passe devant les machines. Et donc, dans ce cas, des modalités, des fonctionnalités ont été désactivées sur l'ensemble de nos équipements. Parce que la question, si tu commandes une nouvelle machine, ça va prendre déjà le temps. Mais les machines sont déjà là. On a mis beaucoup d'argent pour les acheter. Il faut juste que ces machines, que nous les utilisons. Si nous en avons besoin d'un ou deux, nous les utilisions
en bon escient. Nous les utilisons en bon escient, qu'il y ait des bonnes personnes et qu'on active tous les modules. Tels que quels sont les modules? Les modules, par exemple, de remontée automatique des informations qui vous permettent de faire du online. C'est-à-dire que si la personne, aujourd'hui, tu passes devant ta machine, automatiquement, c'est lié au serveur. Le serveur va te dire, monsieur, vous existez, vous n'existez pas. Et automatiquement, toutes les corrections se font à base. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On fait le recensement dans le quartier et après, on met sous une clé. On transporte la clé du village jusqu'au niveau du serveur à Conakry et ce fichier on met au niveau du serveur pour pouvoir récupérer les données et le mettre sur le... Alors tout ça sera corrompu, donc on fait un online directement entre la machine qui fait le recensement et le serveur. Ainsi, le fichier sera nettoyé, ceux qui sont nouveaux, ils vont être connus, ceux qui sont déjà là, le système va dire monsieur, vous existez, parce que c'est tous les paramètres que vous avez, digital, facial et tout. Bien. Et ceux qui n'existent pas, donc c'est comme un recensement nouveau qui va être fait, et ça nous permettrait rapidement d'avoir notre fichier électoral, et nous pensons que cela est facilement possible. On va prolonger ce débat dans un instant avec monsieur Abba et cette réaction de Poulotoro Lissan qui dit rebonjour Abouakar. Monsieur Abba est un excellent cadre qui assume sa position. Cependant, je voudrais lui poser cette question. C'est pourquoi je reprends la parole. C'est important. Monsieur Bogola Abba, certains disent que l'ANAD est la meilleure alliance qu'a connue notre pays ces derniers temps, qui porte un espoir pour le futur. Qu'en dites-vous? Oui, c'est une question extrêmement importante. C'est ce que je devais être ici le 15 pour expliquer. Parce que vous avez plus de 300 partis politiques en Guinée. Aujourd'hui, tous les jeunes, au lieu de créer des entreprises, chacun se lève pour aller créer une entreprise. Et pour aller créer un parti politique. Donc, c'est devenu un business. Et ce n'est pas le cas. C'est plutôt des entreprises que nous devons encourager à créer. Et donc, nous avons pensé, pour que la démocratie ait la sève nourricière, il faut de l'alternance. Et l'exemple a prouvé que c'est dans les pays où vous avez une bipolarisation en termes de coalition, comme les États-Unis, le Ghana, le Nigeria ou le Kenya, où l'alternance est possible. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers la bipolarisation. Bien. Mais quelle bipolarisation ne veut pas dire créer deux partis politiques. C'est permettre que les gens aient des alliances, parce que quand aujourd'hui les gens entendent parler aux États-Unis du Parti démocrate, ce n'est pas un parti, c'est une coalition. Où vous avez plusieurs, des écologistes, ainsi de suite. Tout le monde est dedans. Et donc, c'est cet esprit qui nous a motivés à créer l'UNAD, puis l'ANAD, pour dire simplement, pour lutter contre l'ethnocentrisme dans ce pays, il faut absolument des coalitions fortes qui puissent permettre de ne plus avoir que dans un parti qu'un groupe de partis, qu'un groupe de choses, une seule ethnie. Donc si moi je viens à l'ANAD avec ma simple communauté Kbélé, alors je viens apporter la diversité. Si tu as un parti qui n'est qu'au village et qui n'a que les Landoumans, alors tu viendras dans l'alliance, tu apportes la diversité. Bien. Donc ça résout d'abord le premier problème. Le deuxième problème, c'est que cette coalition doit avoir des mécanismes pour aller aux élections locales, aux élections législatives, aux élections présidentielles, et le choix d'un candidat consensuel comme les primaires, ça se passe dans les grands États. Alors moi j'ai envie, parce qu'il ne reste que 6 minutes, oui. Si on vous suit, si on vous suit au regard des 15 mois que vous proposez, cette transition ne devrait mettre le curseur que sur l'organisation des élections. Non, et puis, pas du tout. Attendez, c'est ma lecture. Qu'est-ce que vous faites des autres missions qui ont été assignées par le colonel Doumbouya à cette transition, comme la refondation de l'État, la rectification institutionnelle, l'audit des comptes publics. Vous pensez qu'on peut régler toutes ces questions en 15 mois? Mais 10 années aussi. Attendez, la question 10 années ne suffirait pas, moi. Je suis d'accord. On va laisser à la question. La question m'a été posée, pourquoi les 15 mois? C'est que nous avons deux activités principales que nous pensons que doivent être exécutées. Dans le cadre de cette transition. Oui, la première, c'est le retour à l'ordre constitutionnel que le CNRD a appelé rectification institutionnelle. Et c'est elle qui doit être le soubassement de la durée. C'est elle qui prend plus de temps. Quand vous avez des activités à planifier, tu planifies l'activité la plus longue et à partir de là, les autres activités qui sont des activités ponctuelles, tu le mets. Donc, ça dit parallèlement donc, à l'activité la plus longue, qui est celle du retour à l'ordre constitutionnel qui est de 15 mois, c'est-à-dire qui permettra donc d'avoir le nouveau président en janvier 2023. Alors, déjà, oui, parallèle. Donc, de l'autre côté, vous avez donc les autres activités que nous appelons les réformes, que ça soit redressement, que ça soit audit, tout ça. Ceci commencera par où? Nous avons catégorisé 4 grandes activités que nous pensons qu'il faut faire. La première, c'est la réforme des forces de défense et de sécurité. Et celle vous avez constaté qu'elle a déjà commencé. Un travail a déjà été fait, mais les parties décisionnelles n'ont jamais été prises. Et vous venez de constater déjà que la première est en train de se faire. Et donc cette activité-là, nous pensons que au plus tard
fin janvier, on peut déjà nettoyer les forces de défense et de sécurité à travers la nomination pour qu'elles soient diversifiées, qu'elles soient représentatives et que ceux qui sont aient la qualité. Et je crois que ce travail a déjà commencé. Bien. Nous avons la deuxième activité importante, c'est au niveau de l'administration. Il faut dépolitiser l'administration, détribaliser l'administration pour qu'elle soit une administration neutre. Et ça, dès que le gouvernement sera mis en place, je crois qu'il y a un travail qui a été fait. Je suis très heureux que d'ailleurs le décret sur la question de la cour de la douane fasse référence à ce que le ministre, le premier ministre Yula et son équipe avaient fait, qui sont des technocrates avec qui vous connaissez un peu Yero et autres. Donc ils ont fait un travail en 2016. Ce travail, aucune décision n'a jamais été prise. Nous savons aujourd'hui que c'est pas, donc il s'agit donc immédiatement que le nouveau gouvernement qui arrive fasse rapidement l'application de ce qui a été fait au niveau de l'administration et qu'on puisse dépolitiser l'administration. Ça, c'est une activité qui peut être faite et aussi rapidement que possible. Nous avons l'activité économique, la stabilisation de notre économie. Ça commence par la lutte contre l'enrichissement illicite. Et ça, si nous n'attaquons pas cela, c'est impossible. Et cela commence automatiquement par non seulement les audits, mais aussi par vraiment la mise en place d'une commission de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est la chose la plus simple. Moi, c'est mon métier en termes de redressement. Tu as un immeuble aujourd'hui, tu vas devant la commission, tu dis comment tu as eu cet immeuble. C'est simple que ça. Tu as tel bien, tu viens expliquer comment tu l'as eu. Ainsi de suite. Et ça, aujourd'hui, les audits viennent. On vient de demander à l'ensemble des DAF de faire des rapports de gestion. Et tous les ministres sont à leur position aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs, je fais un clin d'œil à nos amis du RPG qui sont en train de faire des menaces pour leur dire que ce n'est pas le moment. Nous avons besoin de la stabilité pour permettre au CNRI de déployer son agenda. Et l'ANAD, il veille considérablement. Nous ne voulons pas de la pagaille. Quelle est cette menace? Ça, c'est extrêmement important. Quelle est cette menace? Cette menace qui demande la libération sans condition de M. Oui, mais c'est pas une menace. On va être libéré. Non, on va passer avec les manifestations. C'est pas une menace. Les manifestations c'est pour dire qu'on a besoin de stabilité pour que les réformes économiques rapidement soient déployées. La justice. Maintenant, l'autre côté, c'est la justice. La justice, comme je dis, c'est le maillon faible de notre système. C'est la première ligne de défense. Si la première ligne de défense ne tient pas, c'est-à-dire la loi ne nous défend pas, parce que la deuxième ligne, c'est les forces de défense et de sécurité en termes de protection d'un État. C'est la loi qui est la première ligne de défense. Aujourd'hui, la justice ne fait plus son travail. Elle est faillible. Il faut immédiatement qu'elle s'attaque. Et c'est ce qui nous permettra d'attaquer les questions d'exclusion auxquelles on est en train de discuter, parce que nous avons des lois nationales et supranationales qui traitent de toutes ces questions. Il s'agit de demander la Cour des suprêmes peut déjà délibérer sur cette question et puis dire qui doit être exclu ou non. Et cette question est résolue. Et qui a commis tel crime? Nous avons énormément de crimes documentés. Nous avons la CPI qui nous attend. Des signalements ont été faits sur la base de documents. Bien. Et tout ceci permettra donc, si la justice fait son travail, parallèlement donc à cette activité, toutes ces activités peuvent commencer, dont la réconciliation nationale qui a déjà commencé. Donc tout ceci pourra nous amener à l'élection du nouveau président en janvier 2023. Exactement. Donc les autres activités, c'est un démarrage qu'ils vont faire, ils ne vont pas les terminer. Et ça peut prendre 10 ans, parce qu'un procès, par exemple, regardez par exemple au Burkina, la transition c'était 1 an, mais on n'a pas demandé de traiter l'affaire Thomas Sankara pendant la transition. Bien. Michel Kafando était. Au Nigeria, c'était 9 mois. On arrive malheureusement au thème de cette émission. Et une dernière question, quel sort pour M. Alpha Condé? Quel sort à lui réserver en 30 secondes? Alors, c'est très simple. M. Alpha Condé est un ancien président qui doit d'abord accepter de jouer son rôle d'ancien président avant toute chose. C'est-à-dire qu'il doit déjà accepter maintenant de faire un transfert de ses connaissances à M. Doumbouya et à l'équipe qu'il va mettre, parce qu'il a des dossiers stratégiques sur l'avenir de la Guinée. Ça, c'est le premier travail qu'on le demande. Il faut déjà qu'il le fasse. C'est un devoir national pour qu'il transfère les connaissances qu'il a, les secrets d'État qu'il a, les dossiers stratégiques qu'il a, immédiatement à la nation. C'est pourquoi on ne doit pas le laisser partir n'importe où, d'abord tant qu'il fasse cette passation de service nécessaire pour l'avenir de notre pays. De l'autre côté, nous avons demandé, il est déjà bien traité. C'est pourquoi nous souhaitons qu'il soit bien traité dans ces cas. Et que si donc il n'est pas en prison, parce que nous connaissons ceux qui vivent de la prison. Moi j'étais en prison, je sais ce que vit de la prison. Là où il est, il peut faire ce travail. Et que si la justice a besoin de lui, comme exactement ses ministres, chacun reste à sa place comme il est. Et puis il va répondre de la justice quand on aura besoin de lui. Merci. Donc c'est pourquoi chacun doit rester calme. Grand merci.
respecter. Bien. Et tout sera fait pour qu'en tant qu'ancien président, il continue à jouer son rôle. Ouais. S'il a à répondre à la justice, il répondra. Monsieur Keyamou Bogola Abba, responsable de la communication, porte-parole de l'ANAD, et il était avec nous pour justifier donc cette proposition de l'ANAD de 15 mois sous la durée de la transition, comme durée de la transition plutôt. Grand merci à vous, monsieur Keyamou Bogola Abba. Grand merci à tous les 6. Et puis donc le responsable du service commercial qui nous fait les gros yeux parce qu'on ne doit pas dépasser la ligne rouge. C'est terminé. À demain à 8h. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambalde.